Vous savez, ce qui me bouleverse profondément dans mon cabinet depuis maintenant plus de 30 ans de pratique en psychiatrie, c'est de voir des femmes magnifiques, brillantes, qui ont tout donné pour élever leurs enfants, se retrouver aujourd'hui à 50 ans, à 55 ans, soit 60 ans, complètement épuisées, vidées, dévalorisées par ces mêmes enfants devenus adultes et qui les traitent comme des domestiques, comme des distributeurs automatiques d'argent et d'affection. Je vois dans leurs yeux cette tristesse immense, cette incompréhension totale, et je me dis qu'il est temps, vraiment temps, de parler de ce sujet que personne n'ose aborder parce qu'on nous a fait croire qu'une bonne mère doit tout accepter, tout tolérer, tout pardonner. Eh bien, mesdames, permettez-moi de vous dire avec toute la tendresse et la fermeté dont je suis capable que c'est absolument faux et que cette croyance est en train de détruire votre vitalité, votre joie de vivre et même votre santé. Imaginez la scène, vous êtes chez vous un dimanche après-midi, vous avez enfin un moment de tranquillité après une semaine épuisante, vous vous êtes préparé un thé, vous avez ouvert ce livre que vous vouliez lire depuis des mois et soudain votre téléphone sonne. C'est votre fils ou votre fille qui a maintenant 30 ans, 35 ans, qui vit sa vie, qui a son propre appartement et qui vous appelle non pas pour prendre de vos nouvelles, non pas pour vous dire qu'il ou elle pense à vous, mais pour vous demander un service, pour vous reprocher quelque chose que vous auriez mal fait il y a 15 ans ou simplement pour déverser sur vous toute la frustration de sa semaine. Et vous, parce que vous êtes cette femme généreuse, cette mère aimante, vous laissez tomber votre livre, vous laissez refroidir votre thé et vous écoutez, vous consolez, vous vous excusez, vous proposez votre aide. Et quand vous raccrochez, vous vous sentez vidé, épuisé et vous ne comprenez même pas pourquoi. Maintenant, écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire est extrêmement important et pourrait changer radicalement la qualité de votre vie dans les années qui viennent. Si vous continuez à tolérer certaines attitudes toxiques de la part de vos enfants adultes, si vous continuez à accepter l'inacceptable au nom de l'amour maternel, vous allez non seulement perdre votre énergie vitale, cette précieuse énergie dont vous avez besoin pour vous épanouir dans cette magnifique période de votre vie, mais vous allez aussi créer une dynamique relationnelle profondément malsaine qui va empoisonner tous vos liens affectifs. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que pendant que vous vous épuisez à essayer de satisfaire des enfants adultes qui ne vous respectent pas, pendant que vous vous videz de votre substance pour des personnes qui considèrent votre dévouement comme un dû, la vie continue, le temps passe et vous risquez de passer à côté de ces années qui pourraient être les plus belles, les plus libres, les plus intenses de votre existence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise, une patiente que j'ai reçue il y a quelques mois, une femme de 57 ans, élégante, intelligente, qui avait été professeure de littérature pendant 30 ans. Françoise est arrivée dans mon cabinet dans un état d'épuisement total, elle faisait des insomnies, elle avait perdu sa joie de vivre, elle me disait qu'elle se sentait inutile et en même temps constamment sollicitée. Quand nous avons commencé à explorer sa situation, j'ai découvert qu'elle avait 3 enfants adultes de 32, 29 et 26 ans et que ces 3 enfants la traitaient littéralement comme une annexe de leur propre vie. L'aîné l'appelait plusieurs fois par jour pour se plaindre de son mari, le deuxième lui déposait ses enfants sans prévenir parce qu'il considérait que c'était le rôle d'une grand-mère d'être disponible à tout moment et la plus jeune lui empruntait régulièrement de l'argent qu'elle ne remboursait jamais. Mais ce qui m'a le plus frappé dans le récit de Françoise, c'est qu'aucun de ses 3 enfants ne lui demandait jamais comment elle allait, ce qu'elle ressentait, ce dont elle avait besoin. Il prenait et elle donnait jusqu'à l'épuisement total. Et vous savez ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si cette dynamique continue, si vous ne posez pas de limites claires maintenant, tout de suite, cette situation ne va pas s'améliorer avec le temps, elle va empirer. Parce que vos enfants adultes vont s'habituer à ce que vous soyez toujours disponible, toujours compréhensive, toujours prête à vous sacrifier pour eux. Ils vont construire leur vie en vous considérant comme une ressource inépuisable. Et quand vous n'aurez plus la force de répondre à leurs demandes, quand votre santé commencera à décliner, ils risquent même de vous en vouloir de ne plus être à la hauteur de leurs attentes. J'ai vu des femmes magnifiques terminer leur vie dans la solitude et l'amertume parce qu'elles avaient tout donné à des enfants qui n'avaient jamais appris à les respecter, à les considérer comme des personnes à part entière avec leurs propres besoins, leurs propres limites, leurs propres droits au bonheur. Pensez ça à cela un instant, vraiment, arrêtez-vous et visualisez ce qui pourrait être votre vie dans 10 ans, dans 15 ans, si rien ne change. Imaginez-vous à 70 ans, fatigué, malade peut-être, et vos enfants qui continuent à vous solliciter sans jamais vous donner l'affection, la reconnaissance, le respect que vous méritez. Imaginez-vous en train de regarder en arrière et de réaliser que vous avez passé les plus belles années de votre vie, ces années où vous auriez pu voyager, créer, aimer, vous épanouir, vous épuiser pour des personnes qui ne vous ont jamais vraiment vu. Cette pensée est insupportable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui va se passer si vous ne prenez pas conscience maintenant des attitudes que vous ne devez plus jamais tolérer.
Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander quelque chose de très important. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond dans votre expérience, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que nous allons continuer ensemble ce travail de libération, ce chemin vers une vie plus épanouie, plus respectée, plus vivante. Vous méritez d'avoir accès à des outils concrets, à des réflexions qui vont vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie et je m'engage à vous accompagner dans ce processus avec toute mon expérience de psychiatre et de psychothérapeute, mais aussi avec toute mon admiration pour ces femmes courageuses qui osent remettre en question ce qu'on leur a toujours dit qu'elles devaient être. Maintenant, revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui, ces 6 attitudes que vous ne devez plus jamais tolérer chez vos enfants adultes. Mais avant de les aborder une par une, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Poser des limites à vos enfants adultes, refuser certaines attitudes toxiques, ce n'est pas être une mauvaise mère, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas manquer d'amour. Au contraire, c'est leur offrir le plus beau des cadeaux, c'est leur apprendre ce qu'est une relation saine, équilibrée, respectueuse. Parce qu'un enfant adulte qui n'a jamais appris à respecter sa mère ne saura pas non plus respecter son conjoint, ses collègues, ses propres enfants. En posant des limites, vous ne les privez pas de votre amour, vous leur enseignez l'amour véritable, celui qui n'est pas fusion toxique mais relation authentique entre 2 êtres humains égaux en dignité. La première attitude que vous ne devez plus jamais tolérer, et je vais être très direct avec vous parce que c'est important, c'est le manque de considération pour votre temps et votre énergie. Combien de fois avez-vous annulé vos propres projets parce que votre fils ou votre fille vous a appelé à la dernière minute pour vous demander un service? Combien de fois avez-vous renoncé à un moment de repos, à une sortie avec des amis, à une activité qui vous faisait plaisir parce que votre enfant adulte considérait que vous deviez être disponible immédiatement? Cette attitude révèle quelque chose de très profond et de très problématique. Elle révèle que votre enfant ne vous considère pas comme une personne à part entière avec votre propre vie, vos propres besoins, votre propre emploi du temps. Il ou elle vous considère comme une extension de lui-même, comme une ressource qui doit être disponible à tout moment. Je me souviens d'une patiente, Martine, qui avait enfin décidé de s'inscrire à des cours de peinture, quelque chose qu'elle rêvait de faire depuis des années. Le premier jour de son cours, alors qu'elle était en route vers l'atelier, le cœur battant d'excitation et d'un peu d'appréhension, sa fille l'a appelée pour lui demander de venir garder ses enfants parce que la baby-sitter avait annulé. Et vous savez ce que Martine a fait? Elle a fait demi-tour, elle a annulé son cours et elle est allée garder ses petits-enfants. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas expliqué à sa fille qu'elle n'était pas disponible ce jour-là, elle m'a regardé avec des yeux ronds et m'a dit que jamais elle ne pourrait refuser un service à sa fille, que ce serait impensable que sa fille avait besoin d'elle. Mais mesdames et Martine, elle n'avait pas besoin de ce cours de peinture, elle n'avait pas le droit d'avoir ses propres priorités. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que chaque fois que vous acceptez de sacrifier votre temps et votre énergie, sans même que votre enfant adulte ne reconnaisse le sacrifice que vous faites, vous envoyez le message que votre vie a moins de valeur que la sienne. Et ce message, votre enfant l'intègre profondément, même inconsciemment. Avec le temps, ils deviennent naturels pour lui ou elle de vous solliciter sans se poser de questions, de considérer votre disponibilité comme un dû et vous vous retrouvez dans cette position terrible où vous n'osez même plus avoir des projets personnels parce que vous savez qu'à tout moment vous pourriez être appelé à y renoncer. Alors comment sortir de cette dynamique? La première chose à faire, et je sais que cela va vous sembler difficile au début, c'est de commencer à dire non. Pas un non agressif, pas un non qui cherche à punir, mais un non calme et ferme qui pose une limite claire. Quand votre enfant adulte vous appelle pour vous demander un service de dernière minute, vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas disponible, que vous avez d'autres engagements. Vous n'avez pas besoin de vous justifier longuement, vous n'avez pas besoin de vous excuser pendant 10 minutes, vous n'avez pas besoin de prouver que votre activité est plus importante que ce qu'on vous demande. Vous dites simplement que vous n'êtes pas disponible, point. Et si votre enfant insiste, s'il ou elle essaye de vous faire culpabiliser, vous respirez profondément, vous restez calme et vous répétez votre position. Je sais ce que vous pensez en ce moment, vous vous dites que c'est impossible, que vous ne pourrez jamais faire cela, que votre enfant va se sentir rejeté, abandonné, qu'il ou elle va vous en vouloir. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que votre enfant se soucie de ce que vous ressentez quand il ou elle vous demande d'annuler vos projets? Est-ce qu'il ou elle se préoccupe de votre fatigue, de vos propres besoins?
Probablement pas, et ce n'est pas parce que votre enfant est une mauvaise personne, c'est simplement parce que vous lui avez appris, malgré vous, que ses besoins passaient toujours avant les vôtres. La deuxième attitude que vous ne devez plus tolérer, et celle-ci est particulièrement insidieuse parce qu'elle se cache souvent derrière des mots affectueux, c'est la manipulation émotionnelle. Vous savez de quoi je parle, ces moments où votre enfant adulte utilise votre amour, votre culpabilité, votre peur de le perdre pour obtenir ce qu'il veut. Ces phrases que vous connaissez si bien, si tu m'aimais vraiment, tu feras cela pour moi, tu es la seule personne sur qui je peux compter. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire, ou encore la plus terrible, tu as toujours préféré mon frère ou ma sœur. Ces phrases sont des armes émotionnelles qui visent à court-circuiter votre capacité à poser des limites en activant votre culpabilité maternelle. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la manipulation émotionnelle d'un point de vue psychologique. Quand votre enfant utilise ces stratégies, il ou elle active en vous des peurs archaïques. La peur d'être une mauvaise mère, la peur d'être rejeté, la peur que votre enfant souffre et que ce soit votre faute. Ces peurs sont si puissantes qu'elles peuvent complètement paralyser votre capacité à penser rationnellement, à évaluer si ce qu'on vous demande est raisonnable ou non. Vous vous retrouvez dans un état émotionnel où vous feriez n'importe quoi pour faire cesser cette angoisse et c'est exactement ce que recherche consciemment ou non votre enfant manipulateur. J'ai travaillé avec une femme nommée Catherine, 54 ans, qui vivait un véritable enfer avec son fils de 30 ans. Ce fils, appelons-le Thomas, avait développé une expertise redoutable dans l'art de la manipulation émotionnelle. Chaque fois que Catherine essayait de poser une limite, Thomas lui disait qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé, qu'elle l'avait toujours négligé quand il était enfant, que si elle ne l'aidait pas maintenant, c'était la preuve qu'elle était une mère égoïste. Et Catherine, qui avait consacré toute sa vie à ses enfants, qui s'était sacrifiée de 1000 façons pour leur offrir la meilleure éducation possible, se retrouvait complètement dévastée par ces accusations. Elle passait des nuits entières à se demander si elle avait vraiment été une mauvaise mère. Elle fouillait dans ses souvenirs pour trouver des preuves de ses échecs et finalement elle cédait toujours aux demandes de Thomas, espérant ainsi prouver qu'elle l'aimait vraiment. Mais voici ce que Catherine n'avait pas compris et ce que je veux que vous compreniez très clairement. Chaque fois qu'elle cédait à la manipulation, elle ne prouvait pas son amour, elle renforçait le comportement manipulateur de Thomas. Elle lui enseignait que cette stratégie fonctionnait, que s'il voulait obtenir quelque chose de sa mère, il suffisait de l'accuser, de la culpabiliser, de remettre en question son amour maternel. Et Thomas, comme tout être humain, répétait les comportements qui lui apportaient ce qu'il voulait. C'est un mécanisme psychologique de base que nous appelons le renforcement. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces dynamiques de manipulation émotionnelle. Alors comment réagir face à la manipulation émotionnelle? La première étape, et c'est la plus importante, c'est de la reconnaître. Apprenez à identifier ces moments où on essaye de vous faire sentir coupable pour obtenir quelque chose de vous. Apprenez à repérer ces phrases qui visent à activer votre angoisse maternelle plutôt qu'à communiquer de façon authentique. Quand vous identifiez une tentative de manipulation, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Respirez profondément, prenez du recul et demandez-vous calmement si ce qu'on vous reproche est vraiment fondé, si ce qu'on vous demande est vraiment raisonnable. La deuxième étape, et celle-ci demande beaucoup de courage, c'est de nommer la manipulation. Vous pouvez dire à votre enfant adulte, calmement mais fermement, que vous avez l'impression qu'il ou elle essaie de vous faire sentir coupable pour obtenir ce qu'il veut et que ce n'est pas une façon acceptable de communiquer. Vous pouvez dire que vous êtes prête à discuter de ses besoins de façon respectueuse, mais que vous ne tolérez plus les accusations et les reproches destinés à vous manipuler. Et oui, cela va créer un moment de tension. Oui, votre enfant va peut-être se mettre en colère ou vous accuser encore plus, mais c'est un passage obligé si vous voulez sortir de cette dynamique toxique. Vous savez ce qui se passe quand vous commencez à ne plus tolérer la manipulation émotionnelle. Au début, la situation peut sembler empirer. Votre enfant peut intensifier ses tentatives de manipulation comme un enfant qui fait une crise de colère plus forte quand ses parents commencent à poser des limites. Mais si vous tenez bon, si vous restez ferme dans vos limites tout en continuant à exprimer votre amour, quelque chose de merveilleux se produit. Votre enfant comprend que cette stratégie ne fonctionne plus et il ou elle est obligé de trouver d'autres façons de communiquer avec vous, des façons plus saines, plus respectueuses, plus adultes. Avez-vous déjà remarqué comment nous acceptons de la part de nos enfants adultes des comportements que nous ne tolérerions jamais de la part d'un ami, d'un collègue ou même d'un inconnu?
C'est fascinant et troublant à la fois. Si une amie vous appelait uniquement pour se plaindre sans jamais prendre de vos nouvelles, vous finiriez par prendre vos distances. Si un collègue vous manipulait émotionnellement pour obtenir des faveurs, vous le remettriez à sa place. Mais quand il s'agit de nos enfants, nous acceptons l'inacceptable parce que nous avons cette croyance profondément ancrée qu'une bonne mère doit tout supporter, tout pardonner, tout accepter. Eh bien, mesdames, il est temps de déconstruire cette croyance toxique. La troisième attitude que vous ne devez plus jamais tolérer, et celle-ci est absolument cruciale pour votre bien-être psychologique, c'est le manque de réciprocité dans la relation. Une relation saine, même entre une mère et son enfant adulte, doit être basée sur un certain équilibre, sur une forme de réciprocité. Cela ne veut pas dire que vous devez compter qui fait quoi et vous assurer que tout est parfaitement égal. Ce serait absurde et désagréable. Mais cela veut dire que dans une relation saine, les deux personnes se soucient l'une de l'autre, prennent des nouvelles l'une de l'autre, sont présentes l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Combien d'entre vous ont des enfants adultes qui les appellent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose? Combien d'entre vous passent des heures à écouter les problèmes de leurs enfants, à les conseiller, à les soutenir, mais quand c'est vous qui traversez une période difficile, quand c'est vous qui aurez besoin d'être écouté, soutenu, réconforté, vos enfants sont soudainement trop occupés, trop stressés, trop préoccupés par leurs propres problèmes. Cette absence de réciprocité est dévastatrice pour votre estime de vous-même parce qu'elle vous envoie le message que vos émotions, vos difficultés, votre vie intérieure n'ont pas d'importance, que vous existez uniquement pour répondre aux besoins des autres. Je pense à Sylvie, une patiente de 59 ans qui est venue me voir il y a environ 1 an. Sylvie venait de perdre sa mère après une longue maladie, une période terriblement éprouvante pendant laquelle elle avait été la principale aidante. Elle a été épuisée, en deuil, elle avait besoin de soutien et de réconfort. Quand elle a appelé sa fille pour lui annoncer le décès de sa grand-mère, vous savez ce que sa fille a dit? Elle a dit « Oh maman, c'est terrible, mais je ne peux pas venir à l'enterrement parce que j'ai une présentation importante au travail, tu comprends, je ne peux pas manquer ça. » Sylvie était tellement habituée à passer un dernier qu'elle a simplement dit « Oui, bien sûr, ma chérie, je comprends, ne t'inquiète pas pour moi. » Mais quand elle est venue dans mon cabinet quelques semaines plus tard, elle était effondrée, non pas tant par le décès de sa mère que par la réalisation que sa propre fille ne considérait pas que sa douleur méritait qu'elle se déplace. Ce qui est tragique dans ces situations, c'est que souvent vous avez vous-même créé cette dynamique sans le vouloir. Pendant des années, vous avez envoyé le message à vos enfants que vos propres besoins n'étaient pas importants, que vous étiez forte, que vous pouviez tout gérer seul, que ce qui comptait c'était leur bonheur à eux. Vous avez minimisé vos propres difficultés, vous avez caché votre fatigue, vous avez prétendu que tout allait bien, même quand vous étiez à bout. Et maintenant que vous auriez besoin qu'ils soient là pour vous, ils ne savent même pas comment faire parce qu'ils n'ont jamais appris que vous aussi, vous pouviez avoir besoin de soutien. Alors comment rétablir la réciprocité dans votre relation avec vos enfants adultes? Cela commence par oser être vulnérable, oser montrer que vous aussi, vous avez des moments difficiles, des émotions, des besoins. La prochaine fois que votre enfant vous appelle pour vous parler de ses problèmes, après l'avoir écouté avec attention et empathie, vous pouvez dire quelque chose comme « Tu sais, moi aussi je traverse une période un peu difficile en ce moment, est-ce que tu as quelques minutes pour que je t'en parle ?» Et observez la réaction. Un enfant adulte ayant une relation saine avec sa mère dira bien sûr « Maman, dis-moi ce qui se passe ». Mais si votre enfant change rapidement de sucré, s'il trouve une excuse pour raccrocher, s'il minimise ce que vous ressentez, alors vous avez un problème de réciprocité qu'il faut absolument adresser. Vous pouvez aussi, et je sais que cela demande du courage, exprimer directement votre besoin de réciprocité. Vous pouvez dire à votre enfant adulte que vous avez l'impression que la relation est à sens unique, que vous êtes toujours là pour lui ou elle, mais que vous ne sentez pas la même présence en retour et que cela vous fait souffrir. Attention, il ne s'agit pas de faire des reproches agressifs ou de culpabiliser, il s'agit d'exprimer votre ressenti de façon authentique et de poser clairement votre besoin d'une relation plus équilibrée. Et si votre enfant réagit mal, s'il ou elle se met sur la défensive, vous accuse d'être égoïste ou de lui mettre la pression, alors vous avez une information très importante. Vous savez que votre enfant n'est pas encore capable d'une relation adulte véritablement réciproque et vous devez ajuster vos attentes en conséquence. Cela ne veut pas dire que vous devez couper les ponts, mais cela veut dire que vous devez protéger votre énergie émotionnelle et ne plus vous investir autant dans une relation qui ne vous nourrit pas. Parlons maintenant de la quatrième attitude que vous ne devez plus tolérer et celle-ci concerne spécifiquement les femmes de votre génération qui ont souvent été élevées dans l'idée qu'elles devaient être discrètes, modestes, ne pas prendre trop de place.
Cette attitude, c'est le manque de respect pour vos opinions, vos choix, votre façon de vivre. Combien de fois vos enfants adultes ont-ils critiqué vos décisions, remis en question vos choix, vous ont fait sentir que vous ne saviez pas ce que vous faisiez? Combien de fois ont-ils traité vos opinions comme si elles étaient dépassées, ridicules, sans valeur, simplement parce que vous appartenez à une autre génération? Cette attitude est particulièrement douloureuse parce qu'elle touche à votre sentiment de légitimité, à votre droit d'exister comme personne à part entière avec votre propre vision du monde, vos propres valeurs, vos propres choix de vie. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que cette attitude s'intensifie souvent au moment même où vous commencez à reprendre votre vie en main, à faire des choix pour vous-même, à vous affirmer davantage. Comme si vos enfants adultes avaient du mal à accepter que vous ne soyez plus uniquement leur mère, mais aussi une femme avec ses propres désirs, ses propres projets, sa propre identité. Je me souviens de Claire, 52 ans, qui après son divorce avait décidé de vendre la grande maison familiale pour acheter un petit appartement en centre-ville, plus facile à entretenir et plus proche de ses amis et de ses activités. Ses deux fils, pourtant adultes et installés dans leur propre vie, ont réagi avec une violence émotionnelle incroyable. Ils lui ont dit qu'elle était égoïste, qu'elle détruisait leurs souvenirs d'enfance, qu'elle n'avait pas le droit de vendre la maison où ils avaient grandi. Ils l'ont traitée comme si elle était une enfant irresponsable qui prenait une mauvaise décision alors qu'elle était une femme adulte parfaitement capable de décider où elle voulait vivre. Ce qui se cachait derrière cette réaction, et c'est souvent le cas dans ces situations, c'était la difficulté pour ces fils d'accepter que leur mère puisse avoir une vie qui ne tourne pas autour d'eux. La grande maison familiale représentait pour eux la disponibilité constante de leur mère, un lieu où ils pouvaient venir quand ils voulaient, où leurs propres enfants pouvaient passer les vacances. Le fait que Claire choisisse un appartement plus petit signifiait symboliquement qu'elle s'est choisissée elle-même plutôt que de continuer à organiser sa vie autour de leurs besoins à eux, et cela les confrontait à quelque chose de très inconfortable. Alors comment réagir face au manque de respect pour vos choix et vos opinions? D'abord en vous rappelant que vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos enfants pour vivre votre vie. Vous êtes une adulte, vous avez le droit de faire vos propres choix, même si ces choix déplaisent à vos enfants, même si ces choix les dérangent dans leur confort. Vous pouvez écouter leurs opinions avec respect, vous pouvez considérer leur point de vue, mais la décision finale vous appartient et vous n'avez pas à vous justifier pendant des heures ou à prouver que votre choix est le bon. Ensuite, vous devez poser une limite très claire concernant la façon dont vos enfants s'adressent à vous. Vous pouvez dire que vous acceptez qu'ils ne soient pas d'accord avec vos décisions, que vous respectez leur droit d'avoir une opinion différente, mais que vous n'acceptez pas qu'ils vous parlent avec condescendance, qu'ils remettent en question votre capacité à gérer votre propre vie ou qu'ils essaient de vous faire changer d'avis en vous culpabilisant. Vous pouvez dire calmement mais fermement que si la conversation continue sur ce ton, vous allez y mettre fin et que vous serez prête à en reparler quand ils pourront le faire avec respect. Et vous savez ce qui est merveilleux quand vous commencez à poser ces limites? Vous découvrez une force en vous que vous ne soupçonniez pas. Vous découvrez que vous êtes capable de tenir bon face à la désapprobation, face aux tentatives de culpabilisation, face même à la colère de vos enfants. Et cette découverte est absolument libératrice parce qu'elle vous ouvre un espace immense de possibilités. Si vous n'avez plus besoin de l'approbation de vos enfants pour vivre votre vie, imaginez tout ce que vous pouvez faire, toutes les directions que vous pouvez explorer, toutes les versions de vous-même que vous pouvez devenir. Permettez-moi de faire une petite pause dans notre exploration de ces 6 attitudes pour vous poser une question. Est-ce que ce que nous sommes en train de découvrir ensemble résonne avec votre expérience ? Est-ce que vous commencez à identifier dans votre propre vie ces dynamiques toxiques que nous décrivons? Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que des milliers de femmes vivent exactement la même chose et que le simple fait de mettre des mots sur ces situations est déjà le début d'une transformation profonde. La 5e attitude que vous ne devez plus tolérer, et celle-ci est particulièrement pernicieuse parce qu'elle se cache souvent derrière des préoccupations apparemment légitimes, c'est l'intrusion dans votre vie privée et sentimentale. Vous savez de quoi je parle, ces enfants adultes qui se permettent de commenter votre apparence, vos fréquentations, vos choix vestimentaires, votre vie amoureuse, comme s'ils avaient un droit de regard sur la façon dont vous vivez votre intimité. Cette attitude révèle une inversion des rôles profondément malsaine où l'enfant se positionne comme le parent qui surveille et juge et vous vous retrouvez dans la position de l'adolescente qui doit rendre des comptes.
Cette dynamique est particulièrement fréquente chez les femmes qui ont divorcé ou qui sont devenues veuves et qui commencent à envisager une nouvelle relation amoureuse. Soudain, vos enfants adultes qui ont leur propre vie sentimentale et sexuelle sans vous demander votre avis se permettent de vous dire que vous êtes trop vieille pour avoir une petite amie, que c'est ridicule de vous habiller de telle façon, que vous devriez être plus discrète, que vous devriez penser à ce que les gens vont dire. Comme si à 50 ans, à 60 ans, vous n'aviez plus le droit d'être une femme désirable et désirante, comme si vous deviez vous effacer et vous contenter de votre rôle de mère et de grand-mère. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle, une femme magnifique de 56 ans qui est venue me voir dans un état de grande confusion. Isabelle était veuve depuis 3 ans et après une longue période de deuil, elle avait rencontré un homme charmant avec qui elle avait commencé une relation. Elle se sentait revivre, elle avait retrouvé sa joie, son énergie, elle riait à nouveau, elle prenait soin d'elle, elle s'habillait avec plaisir. Mais ses 2 filles, de 32 et 28 ans, avaient très mal réagi. Elle lui disait qu'elle manquait de respect à la mémoire de leur père, qu'elle se comportait comme une adolescente, qu'elle les embarrassait. Elle avait même refusé de rencontrer son nouveau compagnon. Isabelle était déchirée entre son désir légitime d'être heureuse et sa peur de perdre l'amour de ses filles. Elle me demandait si elle devait mettre fin à sa relation pour préserver le lien avec ses filles. Et vous savez ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit qu'en cédant à cette intrusion, elle enverrait un message terrible à ses filles, le message qu'une femme doit sacrifier son bonheur pour ne pas déranger ses enfants, le message que passé un certain âge, on n'a plus le droit d'avoir une vie amoureuse, le message que le rôle de mère doit effacer complètement l'identité de femme. Et je lui ai demandé si c'était vraiment le modèle qu'elle voulait transmettre à ses filles. Ce qui est fascinant dans ces situations, c'est que souvent les enfants adultes qui s'opposent à la vie sentimentale de leur mère ne sont pas conscients de ce qui motive vraiment leur réaction. Ils croient sincèrement qu'ils protègent la mémoire de leur père ou qu'ils s'inquiètent pour leur mère, mais en réalité, ce qui se joue est beaucoup plus profond. Ils ont du mal à accepter que leur mère soit un être sexué, désirant, autonome. Ils ont construit une image de leur mère comme une figure maternelle asexuée toujours disponible et cette nouvelle réalité les confronte à quelque chose de très déstabilisant. Alors comment poser des limites face à cette intrusion ? D'abord en affirmant clairement que votre vie privée et sentimentale ne regarde que vous. Vous pouvez dire à vos enfants que vous comprenez que cela puisse être étrange pour eux de vous voir avec quelqu'un d'autre que leur père, que vous respectez leurs émotions, mais que vos choix amoureux vous appartiennent et que vous n'accepterez pas qu'ils les commentent ou les jugent. Vous pouvez dire que vous êtes prête à écouter leurs préoccupations légitimes mais que vous ne tolérez pas les remarques désobligeantes sur votre apparence, votre comportement ou vos fréquentations. Ensemble, ensuite, et c'est crucial, vous devez continuer à vivre votre vie sans vous cacher, sans vous excuser, sans minimiser votre bonheur pour ne pas déranger vos enfants. Parce que chaque fois que vous vous cachez, chaque fois que vous vous excusez d'être heureuse, vous renforcez l'idée que vous faites quelque chose de mal, que vous devriez avoir honte. Au contraire, assumez pleinement votre droit au bonheur, à l'amour, au désir. Montrez à vos enfants qu'une femme de 50 ans, de 60 ans, 10 ans peut être radieuse, amoureuse, épanouie et que c'est magnifique. Et puis, il y a cette dimension que je veux absolument aborder avec vous parce qu'elle est fondamentale. En refusant de vous effacer, en continuant à exister comme femme et pas seulement comme mère, vous offrez un modèle absolument essentiel à vos filles, si vous en avez, mais aussi à vos fils. Vous leur montrez qu'une femme ne perd pas sa valeur, sa beauté, son droit au bonheur avec l'âge. Vous leur montrez qu'une femme peut se réinventer à tout moment de sa vie. Et ce modèle, croyez-moi, même s'ils résistent au début, ils finiront par l'intégrer et par en être profondément enrichis. Arrivons maintenant à la 6e et dernière attitude que vous ne devez plus jamais tolérer, et celle-ci est peut-être la plus difficile à identifier parce qu'elle se présente souvent sous le masque de l'amour et de l'inquiétude. Je parle de l'infantilisation, cette tendance qu'ont certains enfants adultes à traiter leur mère comme si elle n'était plus capable de prendre soin d'elle-même, de gérer sa vie et de prendre des décisions raisonnables. Cette attitude se manifeste de 1000 façons subtiles, ses remarques sur votre façon de conduire, ses commentaires sur votre alimentation, ses suggestions insistantes que vous devriez déménager plus près d'eux pour qu'ils puissent veiller sur vous, ces décisions qu'ils prennent à votre place, soi-disant pour votre bien. L'infantilisation est particulièrement insidieuse parce qu'elle se présente comme de l'attention et de la sollicitude et il peut être très difficile de s'y opposer sans passer pour ingrat ou déraisonnable. Mais sous cette apparence bienveillante se cachait quelque chose de très destructeur, le déni de votre autonomie,
autonomie, de votre compétence, de votre capacité à continuer à être maîtresse de votre propre vie. Et ce déni, s'il n'est pas arrêté rapidement, peut conduire à une véritable perte d'autonomie parce que quand on vous traite constamment comme quelqu'un qui n'est plus capable, vous finissez par intégrer cette image et par perdre confiance en vous-même. Je pense à Monique, 62 ans, une femme brillante qui avait été chef d'entreprise pendant 30 ans. Après sa retraite, son fils avait commencé à s'immiscer de plus en plus dans sa vie sous prétexte de l'aider. Il avait insisté pour gérer ses finances parce que selon lui, c'était trop compliqué pour elle. Il l'appelait plusieurs fois par jour pour vérifier qu'elle avait bien pris ses médicaments et avait même pris rendez-vous chez le médecin à sa place sans lui demander son avis. Et Monique, qui était une femme parfaitement autonome et en bonne santé, commençait à douter d'elle-même. Elle me disait peut-être que mon fils a raison, peut-être que je ne suis plus aussi capable qu'avant, peut-être que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ce qui était en train de se produire était un processus d'infantilisation progressive qui risquait de conduire Monique à une véritable dépendance. Parce que quand on vous enlève progressivement toutes vos responsabilités, toutes vos décisions, sous prétexte de vous protéger, vous perdez non seulement votre autonomie pratique, mais aussi votre sentiment de compétence, votre confiance en vous, votre sentiment d'avoir encore une place active dans le monde. Et cette perte est absolument dévastatrice pour votre santé mentale et même pour votre santé physique, parce que nous savons aujourd'hui que le sentiment d'autonomie et de contrôle sur sa vie est un des facteurs les plus importants pour maintenir sa vitalité en vieillissant. Alors comment résister à l'infantilisation? D'abord en refusant catégoriquement qu'on prenne des décisions à votre place. Si votre enfant adulte prend un rendez-vous médical sans vous demander votre avis, annulez-le et reprenez-en vous-même si vous le souhaitez. Si votre enfant veut gérer vos finances, refusez poliment mais fermement en expliquant que vous êtes parfaitement capable de le faire vous-même. Si votre enfant vous traite comme une personne fragile qui a besoin d'être constamment surveillée, dites clairement que vous êtes en bonne santé, autonome et que vous n'avez pas besoin de cette surveillance. Ensuite, continuez à prendre des initiatives, à faire des projets, à prendre des risques même. Parce que c'est en restant active, en continuant à vous confronter à de nouvelles situations, en continuant à prendre des décisions et à en assumer les conséquences que vous maintenez votre autonomie et votre sentiment de compétence. Si vous commencez à vous replier, à éviter les situations nouvelles, à demander constamment l'avis de vos enfants avant de faire quoi que ce soit, vous entrez dans un cercle vicieux qui va effectivement conduire à une perte d'autonomie. Et puis, il y a quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. Parfois, derrière l'infantilisation se cache une forme d'anxiété de la part de vos enfants face à votre vieillissement. Ils ont peur de vous perdre, ils ont peur que vous deveniez dépendante et cette peur les pousse à essayer de vous contrôler, de vous surveiller, comme si en vous gardant sous leur regard constant, ils pouvaient vous empêcher de vieillir. C'est une réaction compréhensible, mais qui ne doit pas pour autant être tolérée parce qu'elle est destructrice pour vous deux. Vous pouvez reconnaître leur inquiétude, vous pouvez les rassurer sur votre état de santé et votre capacité à prendre soin de vous, mais vous devez fermement maintenir votre autonomie. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces 6 attitudes que vous ne devez plus jamais tolérer, je veux prendre un moment pour vous parler de quelque chose de fondamental, de ce qui se passe en vous quand vous commencez à poser des limites, à refuser l'inacceptable, à vous respecter vous-même autant que vous respectez vos enfants. Ce qui se passe, et je l'ai observé chez des centaines de patientes au fil des années, c'est une véritable renaissance. C'est comme si vous vous reconnectiez à une partie de vous-même que vous aviez mise de côté pendant des années. Cette partie forte, claire, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, qui n'a pas peur d'affirmer ses besoins et ses limites. Cette renaissance ne se fait pas sans douleur, je dois être honnête avec vous. Il y aura des moments de doute où vous vous demanderez si vous n'êtes pas en train de devenir égoïste, si vous n'êtes pas en train de détruire votre relation avec vos enfants. Il y aura des moments de culpabilité, cette vieille culpabilité maternelle qui vous murmure que vous devriez s'en faire plus, que vous devriez être plus compréhensive, plus disponible, plus tolérante. Il y aura peut-être même des moments de conflit ouverts avec vos enfants qui ne comprendront pas pourquoi soudain vous changez les règles du jeu, pourquoi vous n'êtes plus cette mère toujours disponible, toujours compréhensive, toujours prête à tout accepter. Mais je veux que vous sachiez que tous ces moments difficiles, tous ces doutes, tous ces conflits même font partie d'un processus absolument nécessaire. Vous êtes en train de redéfinir votre relation avec vos enfants adultes sur des bases plus saines, plus équilibrées, plus respectueuses. Vous êtes en train de leur apprendre, même s'ils résistent au début, ce qu'est une relation adulte véritable, une relation où chacun respecte l'autonomie, les besoins, les limites de l'autre.
Et ce que vous leur apprenez là est infiniment plus précieux que tous les services que vous pourriez leur rendre, que tout l'argent que vous pourriez leur donner, que toute la disponibilité que vous pourriez leur offrir. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Françoise, cette patiente dont je vous ai parlé au début, celle qui était complètement épuisée par les demandes constantes de ses 3 enfants adultes. Après plusieurs mois de travail thérapeutique, Françoise a commencé à poser des limites. Elle a dit à son aîné qu'elle ne pouvait plus recevoir ses appels de plainte plusieurs fois par jour, qu'elle était disponible pour une conversation hebdomadaire, mais pas pour servir de déversoir émotionnel constant. Elle a dit à son fils qu'elle ne garderait plus ses enfants, sans prévenir qu'elle avait besoin d'être prévenue au moins une semaine à l'avance et qu'elle ne serait disponible qu'1 jour par semaine. Elle a dit à sa plus jeune fille qu'elle ne lui prêterait plus d'argent tant que les prêts précédents n'auraient pas été remboursés. Les premières semaines ont été terribles. Ses 3 enfants ont réagi avec colère, incompréhension, ils l'ont accusée d'être devenue égoïste, de ne plus les aimer, de les abandonner. Françoise a vacillé plusieurs fois, elle a failli céder, revenir en arrière, mais elle a tenu bon. Et vous savez ce qui s'est passé? Après quelques semaines de tension, quelque chose a commencé à changer. Son aîné a commencé à parler à son mari de ses problèmes au lieu de tout déverser sur sa mère et curieusement leur couple s'est amélioré. Son fils a trouvé une solution de garde pour ses enfants et a découvert qu'il était parfaitement capable de gérer sa vie sans solliciter constamment sa mère. Sa plus jeune fille a commencé à mieux gérer son argent et a même trouvé un travail mieux payé. Mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est ce qui s'est passé pour Françoise elle-même. Elle a retrouvé son énergie, sa joie de vivre. Elle s'est inscrite à des cours de danse, elle a renoué avec des amis qu'elle avait négligés, elle a même commencé à fréquenter quelqu'un. Et le plus merveilleux, c'est que sa relation avec ses enfants, après cette période de transition difficile, est devenue plus authentique, plus profonde. Parce qu'ils ont commencé à la voir non plus comme une mère fonction, une mère ressource, mais comme une personne à part entière avec sa propre vie, ses propres besoins, sa propre richesse intérieure. Et cette nouvelle relation était infiniment plus satisfaisante pour tout le monde. Alors maintenant, je vais vous donner quelques outils très concrets, très pratiques, que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour transformer votre relation avec vos enfants adultes. Le premier outil, et c'est le plus important, c'est ce que j'appelle la pause de réflexion. À partir de maintenant, chaque fois que votre enfant adulte vous demande quelque chose, au lieu de répondre immédiatement par oui comme vous en avez probablement l'habitude, prenez une pause. Dites simplement « laisse-moi réfléchir et je te rappelle ». Cette simple phrase va changer énormément de choses parce qu'elle vous donne le temps de sortir de la réaction automatique, de vous demander si vous avez vraiment envie de faire ce qu'on vous demande, si vous avez le temps, l'énergie, si cela correspond à vos priorités du moment. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle la technique du disque rayé. Quand vous posez une limite et que votre enfant essaie de vous faire changer d'avis, en insistant, en argumentant, en vous culpabilisant, vous répétez calmement votre position encore et encore comme un disque rayé, sans vous justifier longuement, sans entrer dans le débat. Par exemple, je comprends que tu sois déçu, mais je ne suis pas disponible ce jour-là. Mais maman, j'ai vraiment besoin de toi, je comprends, mais je ne suis pas disponible ce jour-là. Tu pourrais faire un effort, je comprends ta déception, mais je ne suis pas disponible ce jour-là. Cette technique est extrêmement efficace parce qu'elle ne laisse aucune prise à la manipulation ou à l'argumentation sans fin. Le troisième outil, c'est la communication plutôt qu'en tu. Au lieu de dire « tu ne me respectes pas, tu me traites comme une domestique, tu ne penses qu'à toi », ce qui va immédiatement mettre votre enfant sur la défensive, vous dites « je me sens épuisé, je ne me sens pas respecté dans mes besoins, je me sens triste quand je réalise que notre relation est à sens unique ». Cette façon de communiquer est beaucoup plus efficace parce qu'elle exprime votre ressenti sans accuser et il est beaucoup plus difficile pour votre interlocuteur de nier votre ressenti que de se défendre contre une accusation. Le quatrième outil, c'est ce que j'appelle l'auto-validation. Chaque fois que vous posez une limite et que vous vous sentez coupable, chaque fois que vous refusez quelque chose et que vous doutez de vous-même, prenez un moment pour vous dire que vous avez le droit de prendre soin de vous, que vos besoins sont aussi importants que ceux de vos enfants, que poser des limites ne fait pas de vous une mauvaise mère, mais au contraire une femme qui se respecte et qui enseigne le respect à ses enfants. Cette auto-validation est absolument cruciale parce que si vous ne validez pas vous-même vos propres limites, personne ne le fera à votre place. Le cinquième outil, et celui-ci est particulièrement important pour les femmes de votre génération qui ont souvent été élevées dans l'idée qu'elles devaient être toujours aimables, toujours souriantes, toujours agréables, c'est l'acceptation du conflit. Vous devez comprendre et accepter que poser des limites va créer du conflit, que vos enfants vont être mécontents, déçus, peut-être même en colère et que c'est normal, c'est acceptable. Ce n'est pas une catastrophe.
Le conflit fait partie de toute relation saine, c'est le moment où les besoins différents de chacun se rencontrent et où il faut négocier, trouver un équilibre. Si vous avez peur du conflit, si vous êtes prête à tout pour l'éviter, vous allez toujours finir par vous sacrifier, par renoncer à vos besoins et cela va créer du ressentiment, de l'amertume qui sont bien plus destructeurs qu'un conflit ouvert et honnête. Le sixième outil, c'est la construction d'un réseau de soutien en dehors de vos enfants. C'est absolument essentiel que vous ayez dans votre vie des personnes qui vous voient, qui vous apprécient, qui vous valorisent pour ce que vous êtes et pas seulement pour ce que vous faites pour elles. Des amis avec qui vous pouvez rire, partager, vous confier, des activités qui vous nourrissent, qui vous font sentir vivante, compétente, connectée. Parce que si toute votre vie émotionnelle tourne autour de vos enfants, vous serez complètement dépendante de leur approbation, de leur présence et vous n'aurez pas la force de poser les limites nécessaires. Et maintenant, je veux aborder quelque chose de très important, quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui est absolument crucial pour votre bien-être et votre vitalité dans cette période de votre vie. Je veux parler de votre droit au plaisir, au désir, à la sensualité, à la sexualité. Parce que vous savez ce qui se passe souvent quand une femme consacre toute son énergie à ses enfants adultes, quand elle se définit uniquement par son rôle de mère et de grand-mère. Elle se coupe complètement de sa dimension de femme désirante et désirable. Elle range sa sensualité dans un tiroir comme un vêtement qu'on ne porte plus. Elle s'habille de façon à ne pas être remarquée. Elle ne prend plus soin de son corps comme d'une source de plaisir, mais seulement comme d'un outil fonctionnel. Elle renonce à toute vie amoureuse en se disant qu'à son âge, ce n'est plus pour elle. Mais mesdames, et je veux que vous m'écoutiez très attentivement, vous avez 50 ans, 55 ans, 60 ans, vous n'êtes pas mortes, vous n'êtes pas des reliques du passé, vous êtes des femmes vivantes avec des corps qui peuvent ressentir du plaisir, des cœurs qui peuvent aimer, des esprits qui peuvent désirer. Et non seulement vous avez le droit de cultiver cette dimension de vous-même, mais c'est absolument essentiel pour votre vitalité, pour votre santé, pour votre joie de vivre. Les recherches en psychologie et en médecine sont absolument claires sur ce point. Les personnes qui maintiennent une vie affective et sensuelle active vieillissent mieux, sont en meilleure santé, ont plus d'énergie, sont plus heureuses. Alors je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, pour vous surtout. Je veux que vous vous reconnectiez à votre corps, à vos sensations, à votre capacité à ressentir du plaisir. Cela peut commencer par des choses très simples. Prendre un bain en prenant vraiment le temps de sentir l'eau chaude sur votre peau, vous masser avec une huile qui sent bon, porter des sous-vêtements jolis non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même, pour le plaisir de sentir de belles matières contre votre peau. Danser seul chez vous sur une musique que vous aimez. Vous regardez dans le miroir non pas avec un regard critique qui cherche tous les défauts, toutes les marques du temps, mais avec un regard bienveillant qui voit la beauté de votre corps, de votre visage, de votre histoire inscrite dans votre chair. Et si vous êtes en couple, je vous encourage à raviver la flamme, à ne pas laisser votre vie sexuelle s'éteindre sous le poids de la routine et des soucis quotidiens. Parlez avec votre partenaire de vos désirs, de vos fantasmes, explorez ensemble de nouvelles façons de vous donner du plaisir. Et si vous n'êtes pas en couple mais que vous aimeriez l'être, osez vous ouvrir à cette possibilité, osez rencontrer, flirter, séduire. Vous n'êtes pas trop vieille pour l'amour, vous n'êtes pas trop vieille pour le désir, vous n'êtes pas trop vieille pour la passion. Ces croyances sont des constructions sociales et toxiques qui cherchent à vous faire disparaître, à vous rendre invisible et vous ne devez surtout pas les intégrer. Je pense à une de mes patientes, Geneviève, qui à 62 ans a rencontré l'amour de sa vie. Elle me disait qu'elle n'avait jamais connu une relation aussi intense, aussi passionnée, aussi épanouissante. Elle découvrait des dimensions de la sexualité qu'elle n'avait jamais explorées, qu'elle se sentait plus vivante, plus belle, plus femme qu'elle ne l'avait jamais été. Et vous savez, ce qui était merveilleux, ces enfants qui au début avaient été un peu déstabilisés, ont fini par être inspirés par la joie et la vitalité de leur mère. Ils ont compris qu'une femme ne s'éteint pas avec l'âge, qu'au contraire elle peut s'épanouir de façon nouvelle et magnifique. Alors maintenant, je veux que nous parlions de quelque chose de très concret, de très pratique. Comment faire concrètement pour mettre en place tous ces changements dans votre vie? Comment passer de la compréhension intellectuelle de ce qui doit changer à l'action concrète qui va transformer votre quotidien? Parce que vous pouvez comprendre tout ce que nous avons dit aujourd'hui, être d'accord avec tout et pourtant ne rien changer si vous ne passez pas à l'action. La première étape, et c'est absolument crucial, c'est de faire un état des lieux honnête de votre situation actuelle. Je vous invite à prendre un moment, peut-être ce soir quand vous serez tranquille, pour réfléchir à votre relation avec chacun de vos enfants adultes. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me sens respecté dans cette relation? Est-ce que mes besoins sont pris en compte? Est-ce que la relation est équilibrée ou est-ce que je donne beaucoup plus que je ne reçois?
Est-ce que je me sens libre d'être moi-même ou est-ce que je joue un rôle? Est-ce que je me sens énergisé ou épuisé après avoir passé du temps avec cet enfant? Soyez honnête avec vous-même, même si c'est douloureux, même si cela fait mal de réaliser que la situation n'est pas ce que vous vouliez qu'elle soit. La deuxième étape, c'est de définir clairement vos limites. Pour chacune des 6 attitudes que nous avons explorées, demandez-vous quelle est votre limite personnelle, qu'est-ce que vous êtes prête à tolérer et qu'est-ce que vous ne tolérez plus. Soyez aussi précise que possible. Par exemple, je suis prête à garder mes petits-enfants un mercredi après-midi par semaine si on me prévient au moins une semaine à l'avance. Mais je ne suis pas prête à les garder sans prévenir ou plus d'une fois par semaine. Ou encore, je suis prête à écouter les problèmes de ma fille pendant 30 minutes une fois par semaine, mais je ne suis pas prête à recevoir des appels de plainte plusieurs fois par jour. Plus vos limites seront claires pour vous-même, plus il sera facile de les communiquer et de les maintenir. La troisième étape, c'est de communiquer vos limites à vos enfants. Choisissez un moment calme où vous ne serez pas dérangé, où personne n'est stressé ou pressé. Expliquez calmement que vous avez réfléchi à votre relation et que vous avez besoin que certaines choses changent. Exprimez vos limites en utilisant la communication, un jeu dont nous avons parlé, sans accuser, sans reprocher, et en vous concentrant sur vos besoins et vos ressentis. Soyez préparés à ce que votre enfant réagisse mal au début, à ce qu'il ou elle se sente attaqué, se mette sur la défensive, essaie de vous faire changer d'avis. Restez calme, répétez votre position et rappelez que ces limites ne signifient pas que vous ne l'aimez plus, mais au contraire que vous voulez construire une relation plus saine et plus authentique. La quatrième étape, et c'est là que beaucoup de femmes échouent, c'est de maintenir vos limites même quand c'est difficile, même quand votre enfant teste ses limites, même quand vous vous sentez coupable. Parce que vous pouvez être sûr que vos enfants vont tester vos nouvelles limites. C'est un réflexe humain absolument normal. Ils vont essayer de voir si vous êtes vraiment sérieuse ou si finalement, avec un peu de pression, vous allez revenir à l'ancien fonctionnement. C'est à ce moment-là que vous devez être absolument ferme, que vous devez tenir bon, même si c'est inconfortable, même si vous avez envie de céder pour retrouver la paix. Parce que si vous cédez à ce moment-là, vous envoyez le message que vos limites ne sont pas vraiment des limites, qu'avec un peu d'insistance, on peut les faire tomber et vous devrez recommencer tout le processus. La cinquième étape, c'est de prendre soin de vous pendant cette période de transition qui peut être émotionnellement éprouvante. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui comprennent ce que vous faites et pourquoi c'est important. Peut-être que vous pourriez rejoindre un groupe de parole de femmes qui traversent les mêmes difficultés ou voir un thérapeute qui pourra vous accompagner dans ce processus. Prenez du temps pour des activités qui vous ressourcent, qui vous rappellent qui vous êtes au-delà de votre rôle de mère. Soyez particulièrement bienveillante avec vous-même, ne vous jugez pas si vous avez des moments de doute ou de faiblesse, c'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose que j'observe dans mon cabinet depuis des années et qui me fascine toujours. C'est ce que j'appelle l'effet domino positif. Quand vous commencez à vous respecter vous-même, quand vous commencez à poser des limites claires, quand vous commencez à prendre soin de vous et à cultiver votre propre vie, quelque chose de merveilleux se produit. Non seulement votre relation avec vos enfants s'améliore, mais toutes vos autres relations se transforment aussi. Vous commencez à être plus affirmé dans votre couple, à ne plus accepter de votre partenaire ce que vous n'acceptez plus de vos enfants. Vous commencez à être plus sélectif dans vos amitiés, à vous entourer de personnes qui vous valorisent vraiment plutôt que de personnes qui profitent de votre générosité. Vous commencez à prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs, vos désirs profonds plutôt que de toujours faire ce qu'on attend de vous. Et cet effet domino s'étend même à votre santé physique. Je ne compte plus le nombre de patientes qui m'ont dit qu'après avoir commencé à poser des limites et à prendre soin d'elles, leurs problèmes de santé chronique s'étaient améliorés. Les insomnies ont disparu, les douleurs chroniques se sont atténuées, l'énergie est revenue. Ce n'est pas magique, c'est simplement que le stress chronique d'être constamment en train de se sacrifier, de ne jamais se respecter soi-même, a des effets dévastateurs sur le corps. Et quand vous sortez de cette dynamique, votre corps se répare, se régénère, retrouve sa vitalité naturelle. Il y a aussi quelque chose de très important que je veux que vous compreniez concernant vos petits-enfants si vous en avez. Beaucoup de femmes me disent qu'elles acceptent l'inacceptable de la part de leurs enfants adultes parce qu'elles ont peur de perdre le contact avec leurs petits-enfants, parce qu'elles craignent que si elles posent des limites à leurs enfants, ceci les empêche de voir leurs petits-enfants. C'est une peur légitime et je la comprends parfaitement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, si vous continuez à accepter d'être maltraité pour maintenir le contact avec vos petits-enfants, quel modèle offrez-vous à ces petits-enfants ?
Vous leur enseignez qu'il est normal de ne pas respecter les personnes âgées, qu'il est normal de profiter de la générosité de quelqu'un sans rien donner en retour, qu'il est normal qu'une femme s'efface complètement pour répondre aux besoins des autres. Est-ce vraiment ce que vous voulez leur transmettre? Au contraire, en vous respectant vous-même et en posant des limites claires, vous offrez à vos petits-enfants un modèle absolument essentiel. Vous leur montrez qu'une femme, quel que soit son âge, mérite le respect. Vous leur montrez qu'une grand-mère n'est pas une domestique ou une baby-sitter gratuite, mais une personne à part entière avec sa propre vie, ses propres besoins, ses propres désirs. Vous leur montrez que l'amour véritable n'est pas fait de sacrifice et d'abnégation, mais de respect mutuel et de réciprocité. Et ces leçons, croyez-moi, sont infiniment plus précieuses que tous les après-midi de garde que vous pourriez leur offrir. Et puis, il y a cette dimension que je trouve particulièrement belle et émouvante. Quand vous commencez à vous respecter vous-même, quand vous commencez à vivre pleinement votre vie de femme, plutôt que de vous définir uniquement par votre rôle de mère et de grand-mère, vous devenez beaucoup plus intéressante pour vos petits-enfants. Vous devenez cette grand-mère qui fait de la danse, qui voyage, qui a des histoires passionnantes à raconter, qui rayonne de vitalité et de joie de vivre. Vous devenez un modèle inspirant plutôt qu'une présence rassurante mais un peu fade. Et cette version de vous-même, vos petits-enfants vont l'adorer, ils vont vouloir passer du temps avec vous, non pas parce que leurs parents les déposent chez vous, mais parce qu'ils trouvent vraiment intéressant et enrichissant d'être avec vous. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer? Est-ce que si vous avez accepté pendant des années, des décennies même, un certain type de relation avec vos enfants, il est encore possible de transformer cette relation? Et ma réponse est un oui retentissant. Il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour commencer à se respecter soi-même. Il n'est jamais trop tard pour redéfinir les règles d'une relation. Oui, ce sera peut-être plus difficile que si vous aviez posé ces limites dès les débuts. Oui, vos enfants seront peut-être plus résistants parce qu'ils sont habitués à un certain fonctionnement, mais c'est absolument possible et j'ai vu des transformations magnifiques chez des femmes de 70 ans, de 80 ans, sans même, qui ont décidé qu'elles en avaient assez et qu'elles méritaient mieux. Je pense à Marguerite, une femme de 75 ans qui est venue me voir il y a 2 ans. Marguerite avait 4 enfants adultes qui la traitaient tous de façon épouvantable, qui se disputaient son argent et qui la critiquaient constamment, qui ne venaient la voir que quand ils avaient besoin de quelque chose. Marguerite était épuisée, déprimée, elle me disait qu'elle attendait la mort comme une délivrance. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois et Marguerite a commencé très progressivement à poser des limites, elle a arrêté de donner de l'argent à ses enfants. Elle a dit qu'elle ne voulait plus entendre de critiques sur sa façon de vivre. Elle a même décidé de déménager dans une autre ville, plus petite, où elle avait toujours rêvé de vivre, malgré les protestations véhémentes de ses enfants qui trouvaient que c'était trop loin. Et vous savez ce qui s'est passé? 2 de ses 4 enfants ont complètement coupé les ponts, du moins temporairement. Cela a été très douloureux pour Marguerite. Elle a pleuré, elle a douté, elle s'est demandé si elle n'avait pas fait une terrible erreur. Mais les 2 autres enfants, après une période d'ajustement difficile, ont commencé à développer une relation complètement différente avec leur mère. Ils ont commencé à la voir comme une personne à part entière, à respecter ses choix, à prendre vraiment de ses nouvelles. Et Marguerite, dans sa nouvelle ville, a développé un réseau social riche, elle a rejoint un club de lecture, elle fait du bénévolat, elle a même rencontré un compagnon. Quand je l'ai revue il y a quelques mois, c'était une femme transformée, rayonnante, vivante, qui me disait que les 10 dernières années de sa vie avaient été les plus belles. Alors oui, poser des limites peut avoir un coût. Certains de vos enfants peuvent mal réagir, peuvent s'éloigner, au moins temporairement. Et je ne vais pas vous mentir, cela fait mal, c'est une des choses les plus difficiles qu'une mère puisse vivre. Mais vous devez vous poser cette question fondamentale, est-ce que vous préférez maintenir une relation toxique qui vous détruit petit à petit ou est-ce que vous préférez prendre le risque d'un éloignement temporaire dans l'espoir de construire quelque chose de plus sain? Et puis, il y a une autre question que vous devez vous poser. Est-ce qu'une relation où vous devez constamment vous sacrifier, vous effacer, accepter l'inacceptable pour maintenir le contact, est-ce que cette relation mérite vraiment d'être maintenue? Je sais que cette question est terriblement difficile, qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur l'amour maternel inconditionnel. Mais l'amour maternel inconditionnel ne signifie pas que vous devez accepter n'importe quoi de la part de vos enfants. Vous pouvez aimer vos enfants inconditionnellement tout en refusant catégoriquement d'être maltraité par eux. Vous pouvez aimer vos enfants inconditionnellement tout en posant des limites claires sur ce que vous êtes prête à accepter dans votre relation avec eux.
L'amour véritable, l'amour mature n'est pas fusion toxique, n'est pas sacrifice permanent, c'est une relation entre deux êtres humains qui se respectent mutuellement. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est absolument essentiel si vous voulez réussir cette transformation. Je veux vous parler de la nécessité de travailler sur votre propre estime de vous-même, sur votre sentiment de valeur personnelle. Parce que vous savez pourquoi vous acceptez l'inacceptable de la part de vos enfants. Vous savez pourquoi vous avez tant de mal à poser des limites. C'est parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas assez précieuse, assez importante, assez digne de respect. Quelque part en vous, vous avez intégré le message que votre valeur dépend de ce que vous faites pour les autres, de votre utilité, de votre disponibilité, de votre capacité à répondre aux besoins de tout le monde. Ce message, vous l'avez probablement reçu très tôt dans votre vie. Peut-être que vos propres parents vous ont appris qu'une fille devait être gentille, serviable, toujours prête à aider. Peut-être que la société dans laquelle vous avez grandi valorisait uniquement les femmes dans leur rôle de mère et d'épouse. Peut-être que vous avez vécu des expériences qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas assez bien tel que vous étiez, que vous deviez constamment en faire plus pour mériter l'amour et la reconnaissance. Et ce message est devenu une croyance profonde, inconsciente, qui guide tous vos comportements sans même que vous en soyez consciente. Alors si vous voulez vraiment transformer votre vie, si vous voulez vraiment être capable de vous respecter vous-même et de faire respecter vos limites, vous devez travailler sur cette croyance fondamentale. Vous devez vous reconnecter à votre valeur intrinsèque, à cette vérité simple mais profonde que vous avez de la valeur simplement parce que vous existez, pas parce que vous êtes utile, pas parce que vous rendez service, pas parce que vous répondez aux besoins des autres, mais simplement parce que vous êtes un être humain unique et précieux. Comment faire ce travail sur l'estime de soi? Il y a de nombreuses façons et je vous encourage vraiment à explorer ce qui résonne pour vous. Cela peut passer par une psychothérapie où vous pourrez explorer les origines de votre faible estime de vous-même et déconstruire les croyances toxiques que vous avez intégrées. Cela peut passer par des pratiques de pleine conscience où vous apprenez à vous observer avec bienveillance plutôt qu'avec ce regard critique constant que nous avons souvent sur nous-mêmes. Cela peut passer par des exercices très concrets comme tenir un journal de gratitude où chaque soir vous notez 3 choses que vous appréciez chez vous, 3 qualités que vous reconnaissez en vous, 3 choses que vous avez bien faites dans la journée. Cela peut aussi passer par le fait de vous entourer de personnes qui vous valorisent vraiment, qui voient votre valeur et vous la reflètent. Parce que nous construisons notre image de nous-mêmes en grande partie à travers le regard des autres et si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous prennent pour acquises, qui ne voient que ce que vous faites pour elles sans jamais reconnaître qui vous êtes, vous allez avoir beaucoup de mal à développer une bonne estime de vous-même. Au contraire, si vous cultivez des relations où vous vous sentez vu, apprécié, valorisé pour qui vous êtes, cela va nourrir votre estime de vous-même et vous donner la force de ne plus accepter les relations toxiques. Je veux aussi vous parler de l'importance de vous reconnecter à vos propres désirs, à vos propres rêves, à ce qui vous fait vibrer. Parce que quand vous passez des années, des décennies à vivre uniquement en fonction des besoins et des désirs des autres, vous finissez par perdre contact avec vos propres désirs. Vous ne savez même plus ce que vous aimez, vraiment ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez envie. Quand on vous demande ce que vous voulez faire, vous répondez automatiquement ce que vous voulez toi, comme vous voulez, je m'adapte. Et cette perte de contact avec vos propres désirs est absolument dévastatrice pour votre vitalité, pour votre joie de vivre. Alors je vous invite à faire un exercice très simple mais très puissant. Prenez son carnet, un joli carnet qui vous inspire. Et sur une nouvelle page, écrivez ce titre, Mes désirs oubliés ou Ce qui me ferait vibrer. Et puis, sans filtre, sans jugement, commencez à lister tout ce qui vous vient à l'esprit, même les choses les plus petites, les plus folles, les plus inutiles. Un café en terrasse seul avec un livre, apprendre à danser la salsa, visiter ce petit village dont vous avez toujours entendu parler, peindre, jardiner. Ne rien faire du tout pendant une journée entière sans culpabiliser. Le but de cet exercice n'est pas de tout accomplir demain, mais de réveiller cette partie de vous qui a été mise en sourdine. C'est de vous rappeler que vous êtes une personne entière avec des goûts, des passions et des envies qui méritent d'exister. Voilà la 6e et peut-être la plus libératrice des vérités brutales sur la vieillesse. Votre bonheur ne dépend plus de personne d'autre que de vous. Il ne dépend plus de la réussite de vos enfants, de l'approbation de votre entourage ou du rôle que la société veut bien vous assigner. Il dépend de votre capacité à vous choisir, enfin, accepter ces vérités, que votre corps change, que votre rôle social évolue, que le temps est compté, que certaines relations doivent être redéfinies, que votre valeur est intrinsèque et que vos désirs comptent, ce n'est pas un acte de résignation. C'est tout le contraire, c'est un acte de pouvoir, c'est reprendre les rênes de votre vie pour écrire le 3e acte le plus passionnant de tous.
La vieillesse n'est pas une salle d'attente avant la fin, c'est une page blanche. C'est l'opportunité de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, les obligations pesantes, les relations toxiques, les croyances limitantes et surtout ce besoin incessant de plaire aux autres avant de vous plaire à vous-même. Alors oui, ces vérités sont brutales, elles peuvent faire mal, mais elles sont aussi la clé de votre libération. Elles sont le chemin vers une vieillesse non pas subie, mais choisie, une vieillesse pleine de sens, de joie et de sérénité. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire aujourd'hui, ce n'est pas de rajeunir. C'est d'embrasser pleinement l'âge que vous avez avec toute la sagesse